Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de Québec Aroma. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anne-Laure qui a accepté l'invitation. Plusieurs la connaissent dans le groupe Aromathérapie au Québec euh, parce que j'en parle souvent quand elle a un nouveau livre, j'en fais toujours la promotion, je suis un fan. On a aussi fait une entrevue ensemble il y a un petit peu plus d'un mois. C'était pas enregistré, donc il n'y avait pas la possibilité de la revoir. Oh, c'était un an, il y a un an. Oui, c'est il y a un an. J'ai dit un mois, oui, c'est un an. Donc, bonjour Anne-Laure. Bonjour Merci d'avoir Cédric. accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie de m'inviter. J'apprécie beaucoup ce groupe d'échange et de partage. Je ne suis pas forcément tout le temps, mais voilà, j'apprécie les échanges et l'ambiance et ta façon de réunir les gens aussi. On a une petite famille moi, en tout cas, je le vois comme ça. Pour moi, c'est une famille euh, qu'on a construit ensemble dans la francophonie parce qu'il y a vraiment des gens d'un peu partout. Je salue les gens qui sont avec nous de la France, beaucoup, de la Belgique. Bonjour Pascal qui vient d'arriver. Du Québec aussi. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, Anna est française également. Elle est naturopathe et spécialisée en aromathérapie. Euh, Auteur de plusieurs livres sur l'aromathérapie, mais aussi naturopathie. Euh, et puis, elle vient de sortir un nouveau livre en France et qui va sortir dans les prochains jours au Québec. On est toujours avec un mois de délai sur vous. On les voit sortir en France, tout le monde est excité, puis là, on a hâte de le voir. J'ai commandé les livres il y a 2 jours, donc je vais les avoir dans quelques jours. Ils sont sortis ici au Québec le 28. Donc, je parle du dernier livre, entre autres. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce livre-là? Euh, Anne-Laure, donc, il s'agit du livre Les huiles essentielles à sentir et à ressentir. Oui, alors l'idée du livre, elle est venue du fait que souvent les dosages, les modes d'utilisation, c'est compliqué. Donc diffusion et olfaction, on parle des huiles à sentir et ressentir, c'est vraiment des façons simples en fait d'aborder les huiles essentielles. Donc il y avait cet aspect-là, et puis l'autre aspect, c'est que en fait ça fait des années que je fais des stages d'aromathérapie émotionnelle, énergétique, et du coup bien sûr j'avais envie, j'avais des questions, j'ai créé des émotimètres pour les soignants, pour prendre en charge l'anxiété. Donc, j'avais envie de mettre un peu tout ça en forme dans le livre. Tu as créé des émotimètres. Des petits tests, en fait, parce que les soignants n'ont pas tellement le temps de rentrer dans des grandes conversations. Tout le monde n'est pas psychologue non plus. Donc, c'était pour voilà, mesurer l'anxiété, certaines peurs, les tensions rapidement auprès des patients. Et, euh, et choisir des huiles essentielles qui allaient agir quand même plus au niveau émotionnel et anxiété. Je te coupe déjà, mais est-ce que c'est là, moi, je n'ai pas reçu le livre comme. Je vais expliquer aux gens. Moi, tu m'as envoyé un livre. Tu m'as dit, Gilbert, je vais t'envoyer mon nouveau livre. Finalement, j'ai reçu une enveloppe qui était comme vide parce que ça s'est brisé dans la poste. Et puis, finalement, j'ai reçu le colis, mais pas le livre. Et donc, je n'ai pas pu lire le livre avant de te recevoir. J'ai vu, par contre, j'ai mis pour les gens qui étaient dans la salle d'attente un lien pour voir où on parle un peu là, sur ton site aromamassage.fr. Il y a une page où on voit l'image du livre et puis une description. Et j'ai vu qu'il y avait un test, un petit formulaire, un petit test à faire. Est-ce que c'est de ça dont tu parles présentement? C'est un autre. Dans le livre, j'ai mis un test plus en rapport avec les besoins psychologiques, parce qu'en fait, dans le livre, je développe pas mal les besoins par chakra. Alors, chakra, c'est un mot qu'on ne peut pas dire chez les éditeurs, ça fait peur. Donc, on appelle ça centre énergétique. Et en réalité, moi, j'ai parlé beaucoup des besoins psychologiques rattachés à ces zones et je n'ai pas trop insisté sur les chakras. Mais souvent, ce qui est difficile dans l'émotionnel, c'est de définir, c'est de trouver la bonne huile, en fait, comme on fait pour choisir. Donc, j'ai reclassifié par besoin psychologique, besoin de stabilité, de force, de lâcher prise, de reconnaissance. Et j'ai fait le test. Moi, tu sais que j'aime bien les synthèses. J'aime bien que ça soit clair, concis, pratique. Donc, j'ai fait un test que j'ai mis à la fin en annexe. Comme ça, on fait le test, on regarde où il y a le plus
de points où c'est le plus prioritaire et on commence par ça. Ça, c'est quand on débute, en fait, c'est ce que je fais aussi dans mes formations d'olfacto. Au départ, on ne sait pas comment faire. Donc, voilà, c'est un outil pour s'appuyer, pour débuter. Après, quand on a plus de pratique, plus d'intuition, plus de facilité dans l'échange avec les gens, ça peut se faire autrement. Est-ce que tu peux nous montrer le livre déjà? Tu dois l'avoir près de toi. Alors, On voit de quoi on parle. Comme ça. Oui. Le test, c'est des tests, on ne voit pas grand-chose comme ça. Hein, mais c'est voilà, des tests avec des cases à cocher, en fait. Et puis, il y a, voilà, c'est toujours illustré, en fait. Donc, il y a toujours des belles images, des dessins. OK. Alors, Je peux partager, si tu veux, de toute façon plus claire mon écran pour. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Mais... À qui s'adresse le livre au départ quand tu l'as écrit? Pas nécessairement pour les professionnels comme d'autres, comme l'autre livre avant. C'est un livre grand public, En c'est un livre fait, pour des passionnés d'aromas? ouais, en fait, c'était à la fois le grand public par rapport à la diffusion, par rapport à faire des choses faciles, et puis en même temps, c'était quand même dédié à tous les étudiants, les stagiaires que j'ai eus en formation depuis plusieurs années, parce que en fait, à chaque fois, il y a des questions qui se posent. Donc, à chaque fois, moi, j'essaie de donner des outils en fait pédagogiques pour appuyer les formations. Donc, quand même, la grande dédicace, c'est à eux, quoi. Donc, souvent les livres viennent après les formations comme un outil ou que c'est des choses que tu as mises sur papier pendant les formations que tu donnais. Il y a un lien entre les livres et tes formations, en tout cas. Bah, en fait, c'est dans les formations où je me rends compte des questions qui reviennent, qui sont posées, et je me dis, bah, tiens, ça serait bien de clarifier. Alors, je peux le clarifier à l'oral, mais après, en effet, ça donne des idées de livres où c'est synthétisé, c'est posé, et du coup, bah, les gens peuvent vraiment les utiliser, quoi. J'ai une question qui m'est venue en tête ce matin. Quand la plupart des livres d'aromathérapie, il y a, je ne sais pas moi, entre 10 et 15, 60 huiles essentielles qui sont couvertes pour traiter les différentes problématiques qui sont adressées dans le livre. Là, on parle d'émotionnel. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On peut s'en sortir avec combien d'huiles quand on utilise ce livre-là? Par exemple, il y a combien d'huiles essentielles qui sont couvertes dans ce livre-là? Dans ce livre, il y en a 70. Okay. L'édition, c'est Gallimard, Alternative Gallimard. Donc, dans le livre, il y en a 70 parce que c'est toujours difficile d'écarter certaines huiles. En même temps, il y en aurait beaucoup plus en fait à mettre. Et en réalité, en tant que professionnel, on peut, à mon avis, s'en sortir avec une vingtaine. Donc, les synergies que tu proposes dans le livre, il y a une vingtaine d'huiles essentielles qui reviennent quand même assez souvent pour arriver à... Parce que ça peut être frustrant d'arriver, ah, ça prend telle ou telle huile, mais je ne l'ai pas. Avec quoi je peux la remplacer? Des fois, est-ce que sont remplaçables? On la remplace avec une seule de la synergie qu'on a déjà. OK. Donc, il y a moyen, même si on n'a pas toutes les huiles au départ, de se fonctionner et puis utiliser le livre assez facilement. En olfacto, on peut faire avec une seule, en fait. Et moi, en fait, pour chaque si tu veux, pour chaque situation émotionnelle, j'essaie de cerner un peu toute la situation. Pour chaque situation, il y a peut-être 3 huiles. Donc, en tout, ça en fait une quinzaine en choix. Mais si on n'en a qu'une, on n'en a qu'une. Ou si on n'en a que 2, c'est pas grave, en fait. OK. Donc, il y a toujours l'option. Bon, mais ça répond à ma question. Oui, puis rien n'est gravé dans le marbre, surtout en émotionnel. Il y a quand même de la flexibilité, quoi. Est-ce qu'il y a de la subjectivité aussi, en fin de compte? Est-ce que quelqu'un peut avoir une affinité particulière avec une huile essentielle puis qu'elle lui apporte tel ou tel bienfait, mais que ce n'est pas nécessairement documenté tel quel dans la littérature? Ah ouais, l'émotionnel complètement. Parce qu'en fait, quand tu respires, donc tu as un peu si tu veux, tu as un peu la plante qu'elle véhicule comme direction, comment elle est, comme propriété, un peu comme, si tu veux, comme un guide, quoi, comme un enseignement. Et chacun peut percevoir des facettes différentes, déjà. Donc ça, c'est dans la globalité. Et puis après,
Ça peut aussi venir entrer en résonance avec une problématique personnelle ou un moment précis de là où tu en es et ça fait travailler ça. Et du coup, bah, tu n'as pas du tout ce qui a marqué dans le bouquin. C'est pour ça que ces livres sur l'émotionnel, pour moi, c'est très frustrant parce qu'en fait, quand tu es dans la pratique, quand on est dans les formations, quand on est dans la pratique, il s'en passe 10 000 fois plus qui ne peuvent pas être écrits. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très vivant. Et quand il faut choisir l'essentiel, les synergies, la problématique, bon, bah, ça restreint en fait. Donc, c'est normal si toi, quand tu lis des livres et que tu respires l'huile, bah, ça ne fait pas pareil. Mhm. On a une question ici de Chantal, mais avant de passer à la question de Chantal, je voulais te demander, là, on parle ici d'aromathérapie ou d'olfactothérapie. Quelle est la différence ou est-ce que c'est la même chose pour toi dans le contexte de ce livre-là? Alors, pour moi, ce n'est pas de l'olfactothérapie, parce qu'en fait, olfactothérapie, c'est vraiment la technique de Gilles Fournil qui va, excusez-moi l'expression, mais trifouiller dans le cerveau limbique et chercher vraiment les traumatismes pour les faire sortir et les faire. Et moi, ça, je ne fais pas du tout. Parce que je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de formation. Les gens que je forme, souvent, ils n'ont pas cette formation-là non plus. Et pour moi, il faut, quand on va comme ça mettre. Déjà, il faut que la personne ait envie de travailler des traumas. Et en plus, il faut vraiment en face pouvoir l'accompagner sérieusement. Ce n'est pas l'histoire de lui faire sortir un truc avec une nuit, parce que c'est puissant l'olfaction. Donc, ce n'est pas l'histoire de lui faire sortir un trauma et puis après, bah, de la laisser partir toute mal. Quoi. Donc, moi, je ne fais pas d'olfactothérapie. Je fais de l'olfactoreliance parce que c'est le mot maintenant que j'emploie parce qu'il n'y a que ça que je trouve. La reliance, c'est quoi? C'est la reliance à la plante, mais dans son identité globale. Et on passe par l'olfacto. Et en fait, l'idée, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de percevoir des facettes de comment elle est, comment elle fonctionne, comment elle peut nous guider. Mais quand on choisit une huile essentielle avec moi, on choisit toujours celle qu'on préfère, jamais celle qu'on déteste. Donc, parce que quand tu n'aimes pas, quand tu as un rejet d'une odeur, c'est vraiment que le chemin est difficile en fait. Donc, moi, je prends toujours les chemins faciles. Parce qu'en fait, il vaut mieux aller en douceur, par étapes, plutôt que d'aller bloquer sur quelque chose de trop difficile. Moi, j'ai été confrontée à des olfactions où je suis restée 1 heure avec une huile qui était difficile. Ça m'a encore plus enfoncé mon problème que ce n'est la raison. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est fixer la problématique encore plus profonde. Pour y aller avec la question c'était Chantal. Donc, les problématiques qui sont adressées dans le livre, c'est autant pour les enfants, les adultes, les aînés. Il n'y a pas de différence? Il n'y a pas de différence. Après, avec les enfants, on ne fait pas non plus tout à fait la même chose. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, il faut que l'enfant puisse s'exprimer. Après, on peut faire des petits jeux en olfaction avec les tout petits pour leur faire reconnaître avec les images. Mais ce n'est pas forcément des huiles essentielles, ça peut se faire aussi avec des plantes, avec des choses plus douces, en tout cas diluées. Et sinon, oui, à partir de, je dirais, 7-8 ans, on peut faire l'olfaction avec les enfants. Après, ouais. Oui, pardon. Ben, en fait, parce que là, ce livre-là, on parle de diffusion et d'olfaction. Est-ce que les contre-indications sont les mêmes que des huiles qu'on aurait appliquées, par exemple? C'est pour ça que je parlais des enfants, les aînés. Alors, toutes les contre-indications, elles sont dans le livre, les histoires d'asthme, d'épileptique, tout est recadré, hein, de toute façon. Donc, si on ne sait pas, dans l'intro, il y a toutes les contre-indications. Après, bah non, il y a une diffusion entre diffusion et olfaction, c'est pas du tout la même. C'est pas pareil. Parce qu'en diffusion, tu vas vraiment diffuser dans une pièce entière. Tu peux ne pas forcément sentir et en même temps, il y a des molécules qui sont présentes. L'olfaction, elle est complètement personnelle, individualisée. Puis finalement, le nez, c'est le nez qui va décider quand c'est trop pour lui. Donc, c'est en fait assez facile à réguler l'olfaction. Peux-tu nous parler comment le livre est organisé et qu'est-ce qu'on y retrouve là, dans... Alors, le livre, tu as d'abord
ce que je te disais, hein, donc une introduction avec les huiles essentielles, le champ d'action, les précautions d'utilisation, comment on les conserve, les différents diffuseurs à utiliser. Je parle aussi des vaporisateurs, j'aime bien ça, les sprays vapo à fabriquer, je trouve ça assez intéressant quand on ne veut pas non plus diffuser, qu'on veut juste un peu voilà, vaporiser une odeur qui ne reste pas trop longtemps, ça va redescendre, ça va pas rester dans l'air. Donc ça, si on parle, parce que c'est quand même pratique. Comment fonctionne l'olfaction? Après, je mets plein de synergies du coup pour respirer. Alors des thématiques assez classiques comme le stress, tout le point de sommeil, de solitude, de fatigue. Donc le côté un peu physique, si tu veux, des choses. Et puis après, donc les nausées aussi, parce qu'on peut utiliser aussi les huiles essentielles finalement pour tous les problèmes respiratoires et digestifs aussi en nausée quand tu respires une huile. Pas qu'émotionnel finalement. Okay. Donc ça, j'en parle aussi. Après, je parle des différentes émotions. Donc ça, j'avais repris la courbe d'une psychiatre qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross qui retraçait un peu les émotions et le chemin émotionnel suite à un choc, un trauma. Donc ça peut s'appliquer pour des personnes qui viennent d'avoir l'annonce d'une maladie grave ou un choc affectif ou quelque chose. Donc ça, on reprend, après je reprends les émotions, la colère, la peur, la tristesse, le découragement avec les huiles essentielles qui sont associées. Et après, donc, il y a les huiles au fil des besoins psychologiques. Donc là, c'est plus par rapport à l'aspect des besoins par rapport au chakra. Dans les livres, donc, il y a les descriptions des huiles. Il y a des témoignages aussi. On est autour d'expériences. Et il y a les synergies. Et la dernière partie, c'était ça me tenait à cœur, c'était comment créer une synergie harmonieuse. Parce que mes débuts en aromathérapie, en fait, on lit sur le papier, c'est tout beau, on choisit ses huiles, on fait son mélange, et là, ça sent pas bon. On n'aime pas, en tout cas. Ou ça sent trop fort d'un truc, ou on s'est loupé, quoi. Et là, c'est la grosse déception, et le flacon, il finit par juste rester sur l'étagère. Donc, en fait, dans cette dernière partie, j'ai repris les familles olfactives en parfumerie, les notes olfactives et comment, du coup, on associe. Donc, c'est une autre composante. Une fois qu'on a choisi ces huiles, on regarde la note de fond, la note de cœur et la note de tête. Est-ce que ça va influencer également le dosage de chacune de ces huiles-là? Parce qu'il y en a qui peuvent être plus prenantes. Oui, il y a un tableau récapitulatif avec le coefficient olfactif. Donc, ça, c'est comment l'huile, elle va prendre le dessus sur un mélange. Donc, Gualteri, on sait, on n'est pas trop dans le bouquin, mais l'ylang-ylang, c'est un grand classique. Ylang, marjolaine, c'est des huiles qui sont... Parce que si la personne n'aime pas l'odeur, ça ne va pas fonctionner. Non, on peut avoir un effet nocebo, en fait. Donc, c'est l'inverse du placebo. Le placebo, tu peux avoir un effet avec, en fait, rien, juste avec l'intention et la façon de présenter. Et tu peux aussi avoir avec des huiles non aimées un effet finalement aussi inverse. Donc, moi, ce n'est pas mon approche de travailler avec des huiles non aimées. Et en fait, enfin, du coup, dans les annexes, tu as plusieurs tableaux, en fait, récapitulatifs. Tu as le test, tu as des mots-clés par huile essentielle. Des fois, on ne sait plus trop, ça fait tellement de choses aussi, même en émotionnel, on ne sait plus en fait comment cibler. Donc, à chaque fois, il y a des mots-clés. Il y a des huiles essentielles par centre énergétique. Et puis, il y a tout l'index avec la note olfactive, le coefficient olfactif, le nom latin, et avec quelles huiles elles vont bien se marier. Elles vont bien s'associer. Parce qu'on peut aussi faire juste partir sur un parfum plaisir. Se faire un parfum sans chercher l'émotionnel, etc. Juste aller sur des huiles qu'on aime bien, les associer, se faire plaisir et se faire son parfum perso. Moi, mon problème, c'est que quand je fais ça, je n'arrête pas d'en rajouter
À un moment donné, ça ne veut plus rien dire, là, il y en a trop. Hier, je me suis fait, j'ai des petits inhalateurs comme ça. Je me suis dit, ah, je vais m'en faire un avec 2 ou 3 huiles. Puis finalement, j'ai fini avec 6 ou 7. Et puis là, c'est comme une espèce de mélange. Je ne sais plus qu'est-ce que je Ben, en cherchais fait, comme émotion au départ, mais parce que dans le livre, tu fonctionnes aussi avec il y a des modèles comme ça, là. ouais, Donc, il y a des sprays, des énergies pour des sprays avec de il y a la l'alcool. synergie pour les diffuseurs, pour faire des sprays et pour les sticks olfactifs. OK. Puis combien tu mets d'huile essentielle ou de gouttes dans un stick Je olfactif? reste sur 3 en fait, parce que justement, tu as 3, ça te permet de plus maîtriser le résultat final. Le résultat final, on le vise sur combien de jours, combien d'heures? C'est comme quand tu t'adresses à une problématique, moi, souvent, l'autre problème que j'ai, c'est qu'après 2 heures, j'ai oublié que je travaillais sur telle ou telle problématique. Fait que le lendemain, je repars sur d'autres choses et que finalement, quand on adresse un problème, il faut avoir une discipline aussi de dire, bon, ben, je me prépare un stick, je répète ça plusieurs fois par jour. Comment ça fonctionne? Alors en fait, oui, quand tu as des gens qui viennent et qui posent leurs problématiques, il y a 2 choses pour que ça fonctionne en fait. L'olfaction, c'est de prendre le temps de le faire pour être un minimum disponible à ce qui se passe. Parce que si tu es juste comme ça, en train de faire autre chose tout le temps, il y a un moment, ça ne va pas se rencontrer, la plante et toi. Donc, ça risque de pas trop fonctionner ou tu passes à côté vraiment des effets, parce que ça va quand même un peu agir de manière inconsciente. Donc, il y a quand même un minimum de se poser pour sentir ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est la régularité, c'est-à-dire de faire ça 1 à 2 fois par jour minimum, quoi. Donc après, c'est en fonction de ton objectif. C'est-à-dire qu'après, c'est sûr que les gens en consultation, la chose, elle est posée, elle est cadrée. Tu peux garder assez longtemps, hein, finalement, s'il y a une bonne adhésion au mélange et que la personne aime vraiment bien, tu peux le garder plusieurs semaines. Après, toi, je pense que tu es plus dans un esprit de découverte et du coup, tu testes plein de choses. Tu n'as pas vraiment une problématique particulière. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Bon, Il moi, y je a fais un José peu qui comme fait. toi, en fait. Les mélanges, en général, au bout de 3 4 jours, c'est bon, j'ai fait le tour. Ben, c'est Donc, sûr il que ne faut là, pas faire des grosses quantités, quoi. ouais, c'est ça, il faut. Bon, il faut apprendre à se poser aussi par rapport à ça. Moi, c'est pas ma force tous les jours, j'ai une nouvelle idée pour un nouveau projet ou un nouveau truc. Puis là, je me dis, ah, OK, je pourrais essayer ça. Puis et j'ai aussi mes huiles essentielles de la semaine que j'ai découvertes ou que j'ai eu un moment privilégié avec une huile. Ben, j'ai le goût d'en mettre partout parce que c'est mon huile préférée du jour, du moment. C'est ce qui est arrivé avec ça, c'est que j'ai rajouté, ah, ben, je vais remettre ça aussi, parce que je l'aime bien, puis je vais essayer le mélange, puis finalement, ben, ça sent bon quand même. Il y a José qui demandait si j'avais ces modèles-là dans la boutique. J'ai des modèles comme ça, en fait. Ouais, ils sont beaux, ils sont en aluminium. Oui, c'est ça, c'est en aluminium, et puis c'est en verre à l'intérieur. Donc, tu as ben, celle-là, elle n'a pas la tige de coton, là. C'est que tu mets ton truc de coton, c'est du coton, je ne sais pas quoi, Oui. bon, ensuite, tu mets ça comme ça. Puis je trouve que c'est plus. Moi, j'ai des grandes mains, là, ça se traîne mieux que les petits, là. Et ça sent, tu mets combien de gouttes? Alors, tu mets comme 10 gouttes Ben, c'est comme la ça? même chose. Il y a les petits cotons-tiges. Je mets. Ben, moi, j'en ai mis beaucoup. Là, j'en ai mis peut-être une quinzaine de gouttes parce que j'avais plusieurs sortes d'huile. Mais Et ça- alors après, ton flacon en verre, tu le laves et ça sent pas, ça s'imprègne pas? ah, ben, ça, je ne pourrais pas te dire parce que c'est récent. Je n'ai pas eu à l'utiliser D'accord. à 2 reprises, là. Mais j'imagine que oui, tu le laves à l'alcool. Vous avez ça aussi en Europe, j'imagine? Oui, oui, hein. Je peux trouver, ouais. Toi, tu utilises des trucs comme ça? Ouais, moi je les utilise en plastique coloré, je fais choisir la couleur et après je laisse aux gens. Donc, faut pas que ce soit trop coûteux non plus. OK. Dans les services hospitaliers, c'est pareil, le flacon en verre, tout ça va pas le faire. Donc, ça reste du plastique. Malheureusement, c'est pas idéal, mais c'est léger, ça casse pas et ça coûte pas trop cher. J'aimerais tu parles des services hospitaliers, j'aimerais
qu'on enchaîne, si tu veux, avec Ouais. le travail que tu fais avec les soignants, on va appeler ça comme ça, parce que ça m'amène à parler de ces livres-là que moi, j'ai beaucoup aimés. Comme vous savez, avec la boutique, j'ai comme tous les livres chez moi. J'essaie d'en lire le plus possible, mais ça finit par se ressembler souvent. Donc, souvent, j'aime le début du livre. C'est toujours la partie que je préfère parce que c'est la partie où il y a de l'info, il y a du texte et ce n'est pas uniquement des fiches sur telle ou telle huile essentielle ou des problématiques. Et ce livre-là, particulièrement, c'est comme un cours, dans le fond. Il y a vraiment beaucoup d'informations au début. Puis ensuite, ben là, c'est plus les différentes problématiques. Comment l'idée de ce livre-là t'est venue? Est-ce que c'est venu, comme tu te parlais tout à l'heure, après avoir donné des formations, après avoir réalisé les besoins? Et peut-être tu préparais les outils pour les classes et puis ça a finalement donné un livre. C'est un peu comme ça que c'est arrivé? C'est ça. C'est ça. En fait, moi, j'allais dans les services hospitaliers et les gens, ils sortaient le livre de Daniel Festi, l'aromathérapie familiale, pour savoir comment ils allaient utiliser l'huile sur leurs patients. Et moi, ça me faisait rester sur la tête, quoi. Pas possible. Et en fait, il y avait aussi un besoin, je trouvais, d'infos précises pour les services hospitaliers, parce que c'est quand même pas les mêmes problématiques quand on a je sais pas, un patient en fin de vie et puis un trouble du sommeil lambda, quoi. Donc, il y avait quand même tout un contexte qui n'était pas tellement présent dans la littérature, et puis, je voulais un peu resynthétiser aussi les infos, remettre à plat aussi les choix des huiles essentielles par famille biochimique, c'est toujours la difficulté de ces fameuses familles biochimiques. En France, on est quand même basé là-dessus pour l'aromathérapie. Et ça fait quand même une base solide pour faire des synergies. Et souvent, c'était la panique, en fait. Enfin, je voulais refaire des petites synthèses par rapport à ça. Et puis, pour remontrer comment on choisit une huile essentielle par rapport à la problématique, par rapport à la pathologie, par rapport aux familles biochimiques, comment on fait pour choisir, et ça donne quoi au final. Et c'était l'idée aussi, c'était d'utiliser des huiles faciles à acheter pour eux, parce que les hôpitaux, souvent, ils n'ont pas les moyens. Bon, enfin, en tout cas, ils ne se les donnent pas. C'est les soignants qui vont prendre de leur poche pour acheter des huiles. Donc là, ce n'était pas l'idée de faire des méga synergies hyper pointues, parfaites, en fait. C'est de faire vraiment quelque chose d'efficace, pratique, pas trop cher, et en même temps qui soit suffisamment expliqué, pédagogique, pour que les gens sachent ce qu'elles font. Parce que souvent, elles prenaient juste une recette d'un bouquin, ok, on fait ça, 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 on l'applique, et finalement, on ne sait pas ce qu'on fait. Et pour moi, même dans les formations, moi, j'essaie vraiment que les gens ils comprennent ce qu'ils font avec les huiles essentielles. Pourquoi ils utilisent cette huile, pourquoi tel dosage, pourquoi ce mode d'utilisation avec telle personne. Peux-tu nous expliquer un peu ces formations-là que tu donnes dans les milieux hospitaliers? Parce que je ne pense pas qu'on a l'équivalent ici au Québec encore. Eh bien, écoute, c'est des formations, donc il y a la formation référent et utilisateur. Donc, c'est vraiment basé sur le consensus d'experts qui était sorti en juin 2018 et qui est devenu en fait la référence parce qu'il a été créé par des pharmaciens, des médecins, des infirmières qui travaillaient en aromathérapie dans les services. Donc, ils ont posé la base là-dessus. Donc, il y a une formation utilisateur qui est juste une formation de 2 jours pour savoir comment on utilise dans le service les huiles. Souvent, c'est axé stress et douleur. Donc, après, ça s'adapte à plein de choses différentes selon les patients, les services. Et en gros, c'est stress et douleur. Et puis, il y a la formation référente et une formation plus longue où là, les gens, justement, rentrent dans la biochimie et on leur apprend vraiment à devenir autonomes après pour choisir des huiles essentielles face à des patients, face à un objectif de service. Donc, dans les objectifs de service, tu as aussi bien la désodorisation que calmer les patients déments,
vois, il y a plein de choses. Il y a les préventions d'escarres, il y a les constipations, etc., etc. L'aromathérapie est bien accueillie dans ces hôpitaux-là, les centres de personnes âgées et tout, où vous avez une réticence parfois de la part de certains membres du personnel? Ah oui, tu as toujours des réticences. C'est très, ça dépend vraiment de l'établissement. C'est très personne dépendante en fait. Tu as des établissements où la cadre, le médecin, la direction, tout le monde est partant. Et tu as, as des hôpitaux où tu as juste une aide-soignante qui veut porter son projet et qui n'y arrive pas parce qu'elle est bloquée de partout. Donc, c'est pas, la route n'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que dans les hôpitaux où il y a le cadre, le médecin, la direction qui est d'accord, plus une équipe voilà, un peu soudée dans le service, là ça peut fonctionner. C'est vraiment difficile tout seul, donc il faut être entouré quoi, dans ces projets-là. Donc, est-ce que tu travailles seul ou tu es justement entouré ou comment ça fonctionne? Toi, tu es, en lien avec certains hôpitaux, c'est eux qui te contactent. Quelle est l'offre de tes formations que tu offres, dans le fond, sur, je vois ton site Internet, entre autres. Peux-tu nous parler un peu de les formations que tu offres, comment ça fonctionne et à qui elles s'adressent? Et est-ce que ça serait accessible pour les gens du Québec, entre autres, à distance? Oui, alors maintenant les formations, elles sont en fait à des formations en ligne qui s'adressent et aux praticiens, aux personnes en reconversion et aux soignants. Donc, il y a 3 formations en ligne. Pour les soignants, il y a la formation référent, où là, on va justement travailler sur les bases et puis leurs projets de service. Tu as la formation praticien aroma, ça c'est la plus complète et la plus longue. Elle fait vraiment, en gros, c'est la formation du livre. Et la formation olfacto, reliance, où là, c'est que de l'olfacto, c'est que de la pratique. Et c'est des formations qui sont longues parce que les stages de 2 jours en aroma, on n'en fait rien. Donc, moi, l'idée, c'est que les gens ils fassent vraiment quelque chose au niveau professionnel de leur formation. Donc, les formations, elles sont longues. Elles sont entre 10 à 12 mois. Et c'est des contacts réguliers tous les mois. Il y a des choses à rendre, il y a des Zooms. Et on travaille pour que vraiment, dans la continuité, il y ait une intégration qui se fasse. Et pour les services hospitaliers, pour les hôpitaux, là, c'est eux qui me contactent. Et là, c'est moi qui me déplace dans le service. C'est moi qui me déplace à l'hôpital. Donc là, c'est en général des équipes entières. Souvent, c'est des gens de différents services parce qu'on ne peut pas remplacer un service en une fois. Enfin, on ne peut pas remplacer tout le service sur 2 jours. Donc, c'est des gens de différents services. On se met d'accord avec la cadre qui organise le service formation pour cibler les besoins. Et donc, c'est quasiment ad hoc, en fait. C'est quoi la limite de l'aromathérapie dans les hôpitaux? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une. Est-ce que vous vous faites mettre un frein parfois de dire, OK, c'est beau le travail que vous faites, mais vous arrêtez là? Oui, en fait, vraiment, dans les hôpitaux, l'aromathérapie, elle est complémentaire à l'allopathie. Donc, on ne va jamais aller remplacer un médicament ou on ne va jamais marcher sur les plates-bandes de l'allopathie. Donc, et c'est pas, moi, je propose pas d'aromathérapie médicale dans ces formations-là. L'idée, c'est pas de soigner les patients avec les huiles essentielles, c'est de leur apporter du confort qui va s'insérer en fait dans toute la panoplie thérapeutique. À ce moment-là, est-ce que on parle de combien d'huiles essentielles en général qui sont utilisées dans ces milieux-là pour ce type de besoin d'apporter le confort, la lavande? On n'a pas toute une panoplie d'huiles essentielles qu'on a besoin. Je pense est-ce qu'on peut y arriver avec une dizaine d'huiles essentielles dans la trousse habituelle? Ouais. Oui. Tu parles d'un service hospitalier? Oui, 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 c'est ça. Oui. Oui, parce qu'en fait, il faut faire très simple. Et en général, dans les services, on va essayer de faire des protocoles. Donc, en fait, on ne va pas du tout essayer de personnaliser au maximum, comme j'encourage souvent à le faire.
Là, au contraire, on essaye d'appliquer l'aromathérapie au plus grand nombre. Donc, on va choisir des critères de patients qui seront sélectionnés dans l'aromathérapie. On a des critères d'exclusion aussi. Donc, il y en a qui ne rentrent pas. Un des gros critères, c'est l'accord du patient. Donc, on lui demande toujours si lui, il veut, parce qu'il y a des gens qui n'accrochent pas à l'aroma et ça va bien. Ils ont le droit. Donc, on n'impose pas non plus. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Et du coup, on utilise des choses simples parce qu'en plus, souvent, les soignants, ils ont quand même de simplicité. On ne va pas rentrer dans des choses trop complexes et trop chères. Donc, j'essaie de me baser au maximum sur les études cliniques qui existent. Et souvent, les études cliniques, c'est quand même assez basique. Hein, c'est lavande, orange. Donc, si on veut se baser sur la clinique, parce que ça, c'est quand même très réassurant pour les médecins, parce que c'est eux qui ont la responsabilité quand même. Hein. Pour les soignants, c'est eux qui portent les responsabilités de ce qu'ils font. Donc, il faut quand même, si on peut s'appuyer sur des études cliniques, c'est quand même beaucoup mieux. Et souvent, du coup, c'est des choses assez simples. Est-ce que tu as été amené à travailler avec des patients? Parce que là, tu fais l'enseignement, tu coaches le personnel. Est-ce que toi-même, tu as été en contact avec les patients dans... Moi, je ne suis pas en contact direct avec les patients. Je n'interviens pas comme intervenante extérieure. En France, ce n'est pas comme en Angleterre où ils ont l'aromathérapeute qui est un intervenant un peu acquis dans les services hospitaliers. En France, on n'en est pas du tout là. Donc, c'est vraiment au cas par cas. En général, on peut rentrer par le soin de support, par la réflexologie plantaire, etc. Moi, les formations, elles me prennent déjà beaucoup de temps et puis c'est là où je m'éclate le plus, en fait, c'est de former des gens. Donc, j'ai gardé ma pratique de cabinet, en fait, ma pratique personnelle avec les clients, mais je ne vais pas me déplacer au chevet des patients. D'accord. J'ai Pascal qui nous dit c'est un rendez-vous à Paris, l'occasion d'un beau voyage. Pourquoi pas? Je pourrais aller. Par contre, si les formations durent 12 mois, ça fait un beau Non, voyage. alors les formations, elles sont en ligne. Hein. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi Pascal parlait de faire un voyage à Parce Paris. qu'en fait, Pascal, elle est dans la formation praticien aroma et qu'en fin de formation, là, cette année, on se retrouve pendant un week-end pour clore la formation. Ah, bon, OK. J'ai une question que je ne comprends pas de Carla. Est-ce que l'on peut utiliser son CPF? Ouais, le CPF, c'est le compte professionnel de formation, non, personnel de formation. Et ben non, non. En fait, c'est compliqué, vraiment, c'est vraiment très, très compliqué à obtenir pour les médecines naturelles, ce fameux CPF, parce qu'en fait, il bloque à mort. Donc, ce que je dis aux gens qui veulent utiliser leur CPF, c'est déjà définir leur projet professionnel, se choisir la formation, parce qu'il y a une formation qui est prise en compte par le CPF en aroma, c'est l'Hippocratus, mais c'est souvent très décevant. Donc, il vaut mieux choisir sa formation aroma et se la payer et utiliser son compte CPF pour des formations de comptabilité, de marketing, de communication, de lancement de projet, en fait. Parce que ça demande plein de qualités, finalement, après. Enfin, plein d'autres casquettes qu'on n'a pas forcément imaginées. Et c'est vrai que du coup, le CPF, il peut servir pour ces formations de création d'entreprise, par exemple. J'ai une question de Muriel. Que penses-tu du géranium rosa en olfaction qui serait à éviter en cas de cancer hormonodépendant? C'est toujours la question. Pardon? Moi, je sais, enfin, le géranium rosa, oui, dans l'aspect action hormonale, j'ai vu qu'il avait un aspect régulateur, mais plutôt en application cutanée. Là, je parle de moi, mon expérience. Hein. Plutôt en application cutanée, minimum à 2%. Et c'est des applications quand même régulières, c'est pas une fois de temps en temps. Après, l'olfaction, si on y regarde, oui, il agit sur le système nerveux central, donc l'hypothalamus. Le système nerveux central, c'est la base. L'hypothalamus, il va donner des directions au niveau hormonal. Donc, si on travaille sur le système nerveux central, on peut travailler sur la régulation hormonale. Après, de dire que géranium rosa est œstrogène-like et à éviter en cas de... Moi, je me l'interdirais pas, franchement.
Mais j'ai peut-être pas toutes les connaissances non plus, hein. J'ai pas la science infuse, hein. On peut pas tout savoir, je pense, en aroma. Moi, je me base sur mon expérience, sur ce que je vois, sur tous les retours cliniques. Là, j'ai participé au séminaire qu'a organisé Ryan sur l'aromathérapie clinique. Ils utilisent énormément la saugeuse clarée, par exemple, en diffusion. Nous, on se l'interdit énormément en France. Ouais, c'est vraiment le truc, tu dis sauge, ces oestrogènes-là, il ne faut surtout pas y toucher. Il y a plein de femmes, elles n'utilisent pas parce qu'elles ont peur de ça, en fait. Et en fait, dans les hôpitaux, ils l'utilisent. Ça répond, Muriel? Euh, Est-ce que tu acceptes de... Ah, une autre question. Oui, on peut trouver le coefficient de... Les 70, ouais, tu as. Bah, tu l'as le livre, Muriel. C'est page 133. Oui, oui, oui. Les huiles que toi, tu cites dans le livre, mais de toutes les huiles essentielles. Moi, j'ai déjà cherché, ça, je ne trouve pas. Non, moi, je l'ai fait, en fait, pour le livre. Hein. Ça n'existe pas. Là, on parle du dernier livre? Oui, le dernier livre, en fait, ce truc de coefficient olfactif. Et puis, pour en avoir discuté avec Catel, qui est un nez, qui m'a aidé aussi pour faire le chapitre sur les familles olfactives, on en a beaucoup discuté de cette histoire de coefficient et elle m'a dit que ça peut être quand même assez subjectif en fonction de comment c'est associé. Les histoires de volatilité de l'huile, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses, c'est pas si évident que ça à définir. Donc moi, je l'ai fait en fonction de un peu comment je ressentais les choses. Le coefficient olfactif, José, c'est comment va marquer l'huile dans le mélange. C'est-à-dire qu'ylang, tu sais très bien que ça va marquer. Donc une goutte d'ylang, ça ne vaut pas une goutte de citron, en fait. En termes d'odeur plus ou moins forte. Toi, la Gaultérie, tu en mets une goutte, ou la marjolaine, tout de suite, ça prend le dessus. Donc, c'était pour doser ça, pour que ça soit, qu'on ait quelque chose qui soit harmonieux. Bon, après, c'est presque du travail de parfumeur, en fait. Donc, c'est pas simple, hein. Nous, on reste amateurs dans le domaine, quand même. Mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs livres. Moi, j'ai Cécile Ellert, vous connaissez peut-être, qui est une Française qui vit aux États-Unis. J'avais fait une formation avec elle et elle parlait de ça, elle, quand elle faisait des synergies. Là, il y avait vraiment, je pense que dans un de ses livres, il y a vraiment un système où est-ce qu'elle prend en considération ce genre de paramètres. Oui, moi j'avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que j'avais vu ça dans l'autre formation que j'avais fait avant, Anne-Laure. Il y a aussi le fait qu'au bout de quelques jours, ça peut changer aussi. C'est-à-dire qu'au moment où on fait le coefficient, enfin on fait son mélange, en tenant compte de note de cœur, de tête, de fond, tout ça, et en tenant compte de ce que l'on sait de l'huile pour l'avoir déjà senti, on a un mélange, voilà, qui donne quelque chose. Et puis tu le laisses quelques jours et puis tu le reprends et pouf, il y a des choses qui changent. Oui, forcément, parce que ça s'est volatilisé, les notes de fond, elles se sont marquées, les notes de tête, elles se sont envolées, peut-être les notes de cœur, elles s'est déployées. Enfin, donc oui, ça... Oui, et puis j'ai aussi envie de dire autre chose. Je vois par exemple dans l'autre formation que je fais en même temps que celle que je fais avec toi, Anne-Laure, on a travaillé il n'y a pas longtemps la marjolaine, par exemple, la coquille. Et la marjolaine à coquille, en fait, elle est très, très équilibrée sur différents aspects, ce qui fait qu'elle est super intéressante à plein de niveaux. Et en fait, par exemple, pour mon expérience personnelle, parce que j'ai décidé de travailler avec elle sur plusieurs semaines, à certains moments, la marjolaine, quand je la sens, j'ai du feu, quoi. J'ai du feu, c'est une odeur chaude, c'est un truc, mais c'est le dragon, quoi. Il y a d'autres, parce que il y a un tout petit peu de génol dedans. Non, pas de génol, de carvacrol, pardon. Et à d'autres moments, au contraire, c'est l'apaisement, parce que c'est tous les esters qu'elle a. Et donc, en fait, même olfactivement, pour mon même flacon, c'est le même flacon, je prends ma touche, et bien selon pas les mêmes perceptions. Et selon mon état émotionnel, j'ai pas les mêmes perceptions. Donc, dans un mélange, c'est très complexe, en fait. Et puis, c'est pas que l'état émotionnel, tu as aussi ce que tu as mangé avant, ce que tu as respiré avant. Dans les formations que je fais, quand on en respire plusieurs d'un coup, c'est pas du tout la même chose quand celle que tu as respirée est en deuxième position. Si je l'avais mis en première, on n'aurait pas senti les mêmes choses. Comment le nez est saturé, en fait. Donc, et puis le goût et l'odorat, c'est hyper relié. Donc, si tu as mangé du chocolat juste avant, tu ne vas pas sentir la même chose. Du café. Donc,
Ah, c'est très complexe et puis c'est très changeant, c'est vivant en fait. Et d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre dans la journée, avec la même île, la même personne, tout ça bouge et c'est ça qui est bien. Moi, j'ai réalisé souvent qu'on prend un mélange qu'on fait, et puis de le sortir au flacon et de le mettre dans le diffuseur, par exemple, un diffuseur avec de l'eau. C'est pas les molécules qui vont être diffusées en premier. Ça ne sent jamais vraiment exactement comme ça sentirait au flacon aussi. Alors, au flacon, en fait, ça sent trop fort, trop concentré. Faut Ouais, laisser c'est le ça. temps. Normalement, il faut vraiment la déposer sur une touche à sentir, qu'elle ait le temps voilà, de se diffuser. Les parfumeurs, ils mélangent dans l'alcool à 10% pour que l'alcool évapore et vraiment qu'il y ait une envolée comme ça. Donc, au flacon, c'est pas la juste façon de faire. En fait. Il y a une question de Carla en lien avec le livre. Peut-être qu'elle a entre les mains déjà. Est-ce qu'on peut utiliser de la vodka pour les sprays? Ou c'est vraiment de l'alcool? La vodka, elle n'est pas assez forte pour vraiment bien diluer. Parce que souvent, la vodka, c'est du 40 degrés et on dilue bien pour minimum 70. Donc la vodka, enfin moi je l'ai déjà testé, c'est vrai qu'il y a toujours un petit résidu d'huile qui reste en surface pour réagiter à chaque fois. Ce qui est bien la vodka, c'est vrai que ça sent pas en fait. Une fois qu'on l'a sur la peau, ça sent pas, ça sent rien. Alors que l'alcool modifié, bah ça sent un peu. Bon, moi je trouve qu'après une fois qu'on l'a, en fait le truc c'est de laisser poser son mélange avec l'alcool modifié. Non, ça peut être de l'alcool à 70. Donc c'est modifié, c'est jaune. Et en fait, il faut par contre laisser le temps que ça s'imprègne de l'huile essentielle. Il faut laisser au moins 1 heure, se fixer au frigidaire, on ressort. Et après, le mélange, il est hyper stable. Et plus ça reste sur l'étagère et plus ça s'imprègne. Et il y a un moment, on ne sent plus l'alcool, ça sent vraiment que de l'aroma. J'aimerais te poser quelques questions en rafale pour mieux te connaître. Est-ce que tu es, d'accord à jouer le jeu avec nous? Allez. Ensuite, on pourra enchaîner avec des questions, si les gens ont des questions aussi courtes ou de toute nature, on pourra continuer aussi. Donc, c'est parti. Tu as combien de diffuseurs à la maison et lequel est ton préféré? Ah, j'ai pas compté mes diffuseurs. Oh, je vais en avoir 3 ou 4. Mon préféré, c'est mon brumisateur dans le salon. Le Voilà, qui est nivelle... facile d'utilisation, qui est facile à. OK. Est-ce que tu as une huile essentielle que tu affectionnes particulièrement et pourquoi? Le magnolia feuille. Pas le champagne, curieusement, mais le magnolia feuille, c'est assez. Après, c'est toujours compliqué parce que j'ai des huiles qui me parlent particulièrement selon les périodes. J'ai eu la cyste, là, il y a récemment, qui restait pas mal de temps. Mais le magnolia feuille, ça reste une délicatesse, d'une tendresse, d'une douceur, d'une légèreté, d'une simplicité. Et puis moi, je tombe toujours raide de dingue devant ces arbres en fleurs là au printemps. Ça dure pas longtemps, mais le magnolia en fleurs, c'est que du bonheur. Mais moi, j'ai jamais vu ça ici. L'huile essentielle de magnolia, la feuille. Ouais. Bon, c'est D'acheter au Chadi. OK. Alors, c'est à rechercher pour avoir ça ici au Québec. Une huile essentielle que tu n'aimes pas vraiment, et pourquoi? Euh, C'est-à-dire, je suis pas très fan de l'origan, mais voilà, c'est les phénols qui sont un peu trop forts à mon nez. En fait, quand l'huile elle tombe à pic, moi je les aime toutes. Hein. OK. Est-ce que tu as une trousse de voyage ou une trousse portable pour mettre tes huiles essentielles et que tu trimbales? Alors, non, en fait, je trimballe des fins de flacons parce que je les flingue systématiquement en voyage, elles se couchent, elles prennent la chaleur, etc. Donc, je prends surtout mes fins de flacons. Donc, ça dépend ce que j'ai en fin de flacon. Et je m'en débrouille. En général, oui, si tu vas partir en voyage d'huile, ce sera menthe poivrée, lavande aspic. Mais j'essaye vraiment de ne pas prendre des belles huiles chères et pas des flacons entiers parce que moi, j'aime bien voyager là où il fait chaud et ça ne résiste pas. Quoi. OK.
Une huile essentielle avec laquelle tu as eu le plus grand succès en l'utilisant, l'huile essentielle qui vraiment, pour toi, ça fonctionne à chaque fois. Sur les gens? En fait, ma question, c'est le plus grand succès avec les huiles essentielles. Mon plus grand succès avec les huiles essentielles, c'est le succès des gens que je forme, en fait. Parce que quand j'ai les retours de mes stagiaires et qu'elles me font leur retour d'études de cas et qu'elles me disent j'ai eu ça, mais elles sont super fortes. Elles sont géniales, quoi. Elles ont des super intuitions. Et alors ça, pour moi, quand je vois ça c'est mon succès, tu vois, parce que la personne, elle a réussi à prendre confiance en elle, elle a eu la bonne intuition pour l'huile, elle a rendu sa patiente heureuse, elle a eu un résultat. Ça, c'est mon succès. Qu'est-ce qui te rend Mais le plus vraiment, heureuse dans ton travail? Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? On te voit déjà sourire là. Je pense que c'est une partie de la réponse, mais bah, c'est ça. Et puis après, c'est franchement la transmission et puis toute la pratique en olfaction. Ça, moi, les journées d'olfaction que je fais en groupe, c'est jamais pareil. Ça change tout le temps en fonction du groupe. Et c'est les vacances pour moi. quels sont pour toi les ouvrages de référence que tu recommandes? En aroma, euh, bah, en France, il y a toujours les grands classiques, Faucon, les Baudou avec les fiches, en fait, qui sont quand même des bonnes références de base pour connaître le détail des huiles qu'on utilise. Après, moi, je me tourne beaucoup sur les livres, sur des livres anglais qui sont très documentés en études, comme ces livres-là, par exemple. OK. Tu vois, ça, voilà, ça va m'occuper un certain temps. Il y a de mes études et je vais aller voir, je vais regarder. Donc, après, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Enfin, c'est pas les mêmes bouquins si tu commences, si tu débutes en aroma et si tu as besoin d'une référence professionnelle, quoi. C'est pas c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir être capable de lire l'anglais assez bien pour s'y retrouver Ah bah facilement dans ces écoute, à 20 ans, j'ai eu l'idée d'aller au Canada apprendre l'anglais à Vancouver. Et franchement, c'était la meilleure idée de ma vie. Hein, parce que finalement, je m'en sers, je fais plus du tout ce que je faisais à l'époque, mais je m'en sers tout le temps de l'anglais. Est-ce que tu es venu au Québec aussi de ce voyage-là ou d'autres voyages? Notre voyage, ouais, je suis venue à Montréal. Je ne suis pas allée au Québec, à Québec. Le prochain, alors, il faut que tu viennes à Québec. Tu es la Ah ouais, bienvenue. j'adorerais. Ouais, avec plaisir. Donc, une personne qui t'inspire dans le monde de l'aromathérapie. C'est Ryan qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a cette capacité vraiment de réunir les gens, bah, comme tu fais en fait, hein, de rassembler Alors, elle est plutôt sur l'aspect professionnel et je trouve qu'elle fait ça avec beaucoup de. Elle fait ça très bien et qu'elle réunit plein de monde et c'est vraiment un vrai plus dans le milieu de l'aromathérapie. Une grande dame de l'aromathérapie. Euh, et une personne qui t'inspire dans le milieu des affaires, en fait, comme tu es aussi une entrepreneur, on oublie ça parfois, mais derrière tout ce que tu fais, il y a aussi la volonté de gagner ta vie, de tout mettre ça sur pied. Tu as un site Internet, tu fais l'enseignement, tu écris des livres, c'est toute une gestion Tu gères ça tout seul ou… Alors, j'ai la chance d'être accompagnée depuis maintenant 2 ans et je pense que ça va durer encore quelques années avec quelqu'un qui s'appelle Laure Matsuki qui vient du monde de la finance et qui est vraiment quelqu'un de cœur et de très très bons conseils pour bah, gérer son activité correctement. Parce que souvent, on se lance dans le métier par passion, on a envie d'aider les gens, mais moi, j'étais à la limite de tout arrêter tellement j'étais épuisée à un moment donné. Et en fait, elle m'a vraiment aidée à restructurer et à retrouver du plaisir dans ce que je fais, au-delà du côté, oui, gagner sa vie, quoi. J'ai beaucoup aimé les sujets de tes blogs. Je reçois aussi tes infolettes que je ne prends pas toujours le temps de lire, mais
Parfois, j'en lis des passages, mais sur ton blog, j'ai vu, tu fais beaucoup de choses pour aider les gens ou encadrer les gens. Je pense que c'est dans ta nature d'aider comme ça. Puis par rapport à des sujets comme les 7 erreurs à ne pas faire ou je ne sais pas combien d'erreurs, mais quand on se lance, quand on veut vivre de l'aromathérapie, quand on veut faire, tu veux aider les gens qui se lancent dans ce domaine-là aussi à faire les bonnes choses de la bonne façon. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de professionnels qui les utilisent, mais il y a quand même pas mal de. Enfin, je trouve qu'en France, c'est pas assez cadré finalement. Et je trouve que c'est. Tu vois, moi, on m'a massé, et encore il n'y a pas très longtemps, mon super ostéo que j'adore, il m'a massé avec des huiles essentielles sur le visage, il m'a rien demandé, quoi. Ça va, j'adore ça, mais je serais allergique, ça serait quand même problématique. Mais j'encourage les gens à aller voir le blog sur les sujets que tu couvres sur ton site Internet. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui justement, prennent des formations, ils veulent se lancer. Souvent, tu accompagnes aussi des gens qui ont d'autres métiers que ça peut être des massothérapeutes qui veulent développer l'aromathérapie. Oui, parce qu'en fait, l'aromathérapie, elle va vraiment s'insérer dans plein de belles techniques, la sophro, la réflexologie plantaire, le massage, la psychologie, enfin, l'ostéopathie. Il y a plein de métiers en fait qui peuvent utiliser l'aroma. Donc, il faut trouver comment se l'approprier pour l'insérer dans son activité. Ça fait 3 ans que je te suis, Anne-Laure, et puis j'ai l'impression que la dernière année pour toi a été très profitable. J'ai l'impression que tout s'est comme pris une direction, ou est-ce que tu es un peu comme sur ton X, on dit ça ici au Québec, dans ta zone. Est-ce que je me trompe ou il s'est passé quelque chose dans les dernières années? Non, c'est ça en fait. Mon activité, elle s'est effondrée l'année dernière, enfin, avec le Covid l'année dernière, parce qu'en fait, j'avais beaucoup basé sur mes interventions à l'hôpital. Et tout s'est effondré, tout s'est arrêté. Du coup, j'ai recréé. Du coup, ça m'a donné l'opportunité de créer ces formations longues. Et en les créant, je me suis aperçue que vraiment, j'avais de quoi partager, quoi. J'avais accumulé plein d'expériences. Et c'est vrai que là, je m'éclate bien, ouais. Et je prends vraiment plaisir à travailler avec les gens que j'ai en formation. Parce qu'avant, j'intervenais beaucoup aussi dans des écoles, j'allais à droite, à gauche. Et maintenant, je développe juste mon propre organisme de formation et c'est vrai que je m'amuse bien. J'imagine qu'avec malgré l'isolement qu'on a vécu tous un peu dans la dernière année, j'imagine que les formations longues aussi, les liens qui se créent avec les étudiants, j'imagine, ou les étudiants, c'est pas désagréable non plus d'avoir un suivi, un lien plus à long terme avec ces gens-là. Ben oui, en fait, c'est l'avantage de la technologie. Hein, finalement, en présentiel, tu vois une fois et puis peut-être une deuxième fois. Mais c'est vrai que là, on peut faire vraiment des rencontres très facilement et du coup, avoir un vrai suivi, plein de partages différents. Enfin, c'est quand même la beauté de la chose, quoi. Est-ce qu'il y a des projets de traduction pour certains livres? Donc, même celui-ci, je pense que ça serait intéressant. Celui-ci, il est en train d'être traduit en portugais pour le Brésil, pour Laszlo. Oui, c'est ça, parce que c'est Mayra qui va le traduire. Oui, c'est Mayra qui le traduit. Elle était supposée d'être présente à la rencontre. Je ne sais pas si elle est là, mais peut-être qu'elle n'a pas pu. Non, mais j'ai échangé avec elle. Je voulais vérifier s'il avait été traduit ou non. Puis, donc, c'est ce livre-là qui a été traduit en portugais. Oui, elle va finir en octobre. OK. Chez Laszlo, l'éditeur. C'est Laszlo, oui. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant, étant donné que je pense que ça rejoint aussi beaucoup je pense à la gang Arianon, entre autres, qui sont dans l'aromathérapie clinique. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait les intéresser ou c'est trop aromathérapie française? Ben, je crois que c'est un peu trop aromathérapie française parce que alors les dosages sont, on va dire, dans les clous parce qu'à l'hôpital, on est en général sur du 3%, maximum 10%. Ça, dans l'aromathérapie anglaise, ça passe. Après, il y a quand même, j'avais quand même vraiment complété le livre
des soignants, avec aussi un peu une optique pour peut-être des médecins qui le liraient, qui voudraient s'inspirer pour des protocoles. Donc, il y a des choses quand même un peu thérapeutiques. Ça sort du truc complètement confort de la complementary médecine à l'anglaise. Donc, peut-être, et puis dans le milieu anglophone, ils ont quand même déjà des pointures en aromathérapie clinique, entre Jane Buckle et Price. Il y a déjà eu des bouquins hyper pointus qui sont sortis. Parce que j'allais dire, le dernier livre pourrait être traduit, mais c'est aussi peut-être, il doit exister des livres un peu similaires, peut-être en anglais. Oui. Donc, c'est quoi tes projets pour le futur? Est-ce que tu as d'autres livres dans le collimateur ou Alors écoute, normalement, c'était le dernier celui-là. pourquoi? Parce que je fais une pause avec les livres. Ça fait 7 quand même. Et c'est surtout que je voudrais vraiment me consacrer aux formations. Pour l'instant, les projets, c'est surtout autour de l'organisme de formation. Il y a des grosses réformes en France. Il y a plein de choses à faire. Et j'aimerais un jour faire ce fameux dossier CPF, en fait, qui amènerait les formations que je fais à une reconnaissance professionnelle en France pour des prises en charge par l'État notamment. Donc, c'est beaucoup d'administratif, en fait. Et là, je ne vais pas me mettre sur un nouveau livre. Puis, je pense que j'ai quand même bien couvert les sujets. Oui, ben c'est ça. Donc, le premier livre, c'était 25 huiles essentielles pour presque... Familial, ouais. Là, tu m'as dit que celui-là va est déjà réédité. Ouais, ça, c'est l'aromathérapie des petits, c'est la nouvelle version. Ils sont un peu plus gros, en fait, mais c'est le même contenu. OK, donc il se retrouve dans la même collection que le nouveau livre. Ouais, en fait, c'est cette collection qui est en train de changer de maquette. C'est la même, c'est toujours tout beau, tout beau. Donc, les trois vont être au même format comme le dernier, c'est ça? Ouais. Donc, comme tu dis, ça t'a couvert quand même pas mal de sujets. Ça, c'est un livre que je recommande souvent pour les gens qui débutent. Plus grand public, on pourrait dire, pour commencer avec les huiles. Celui-ci, je le recommande aussi pour les enfants. C'est ça. Il y a un autre livre qu'on n'a pas parlé, c'est celui-ci que tu avais fait. Oui, ça, c'est un livre sur la naturopathie, l'alimentation, les tempéraments, l'alimentation par tempérament et la revitalisation. En fait, ça correspond à peu près à la première année en naturopathie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as délaissé un peu pour l'aromathérapie ou ça reste encore dans tes corps? Ben, en fait, la naturo, ça reste ma base et l'aroma vient compléter parce que la naturopathie, c'est quand même permet de comprendre en termes de terrain la personne. Ça permet aussi de... L'aroma, ça ne fait pas tout, quoi. Ça ne va pas te changer ton régime alimentaire. L'alimentation, ça reste une grande base. Ça va pas, tu vois, pour moi, ça ne fait pas tout non plus l'aroma. Tu parles d'alimentaire, il te manque juste donc un livre de recettes pour la cuisine. Mais c'était mon premier livre. Ah oui, attends, je vais te chercher. Mais non, je les ai commandés, mais je ne les ai pas, ces livres-là. D'accord. Se nourrir au naturel. Ah, en bon, 2009. Ça. Je vais l'avoir lui aussi cette semaine. Celui-là, c'était mon tout premier. C'était Charlotte Gallimard qui m'avait fait l'honneur de me proposer de faire un livre. J'avais un blog à l'époque en diététique, en nutrition. Et après, ben oui, je me suis concentrée sur l'aroma parce qu'à un moment, ben, tu ne peux pas tout faire non plus, quoi. Et puis, j'aime bien, moi, approfondir les sujets. J'aime bien continuer à étudier. Enfin, l'aromathérapie, c'est quand même un vaste domaine et c'est en évolution. Il y a toujours des nouvelles études, il y a toujours des nouvelles choses, en fait, qui arrivent. Donc, il y a beaucoup de commentaires, là. Je voulais juste, je t'ai interrompu peut-être, mais c'était sur la fin. Dans les formations avec Anne-Laure, on nous donne aussi des infos naturaux et c'est super. Ça, c'est Pascal. Il y a aussi, j'ai vu passer que la COVID avait profité à plusieurs en bien. C'est mon cas aussi. Moi, j'ai fait de super belles rencontres les 2 dernières années. C'est parmi les 2 plus belles années de ma vie. Une rencontre avec moi-même, rencontre aussi avec plein de gens de l'aromathérapie. Toutes les Zooms que j'ai fait l'année dernière et cette année. C'est des gens que je porte dans mon cœur. C'est vraiment des belles rencontres. Comme cette rencontre aujourd'hui.
avec toi, Anne-Laure, puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et c'est pas terminé complètement. Si les gens ont des questions, on peut en prendre quelques-unes aussi. Oui. Est-ce qu'il y en a des questions? Oui, de ce point de vue, ça a été beaucoup de belles rencontres et de beaux échanges. Moi, j'ai un peu fait une zoomite aiguë à la fin, hein, quand même. Hein. J'en avais un peu marre des zooms. Oui, oui, c'est certain. Moi, je peux apporter juste mon témoignage puisque je suis en formation avec Anne-Laure. Alors, attention, bouge-toi les oreilles, Anne-Laure. Non, je plaisante. Le fait qu'on se rencontre tout au long de l'année, parce que ce que propose Anne-Laure dans la formation, c'est vraiment copieux. Moi, j'ai déjà une formation d'aromathérapie scientifique, mais elle est précise, elle est exigeante, elle resitue plein de choses au niveau de la physiologie, de l'anatomie. Avant de présenter les huiles et puis tout l'apport de naturaux, c'est vrai qu'on t'a demandé, Anne-Laure, si tu étais d'accord, bah, ça fait une formation que je trouve vraiment riche de plein de choses. Donc, voilà. Et puis, on a un Zoom une fois par mois sur chaque thème. Donc, on pose des questions. Alors, je dis ça parce que moi, j'ai toujours plein de questions à poser. Mais bon, ça, je suis comme ça. Hein. Je crois qu'Anne-Laure s'est habituée maintenant. Mais je trouve que c'est voilà, c'est intéressant. Puis, on finit par aussi établir un petit peu plus de connaissances avec les autres personnes du petit groupe. Alors, c'est vrai que nous, dans notre groupe, on n'est pas très nombreuses. Mais, même si j'avais déjà une formation de base, ben, en fait, je ne regrette pas du tout d'avoir de m'être lancée aussi dans cette formation sur cette année, même si j'avais hésité, Anne-Laure, au début, justement, parce que bon, je trouve que c'est très chouette et on sent que Anne-Laure, elle est enthousiasmée par ce qu'elle transmet et puis ce qu'elle veut faire partager. Et elle est très généreuse dans tout ce qu'elle donne comme info. Je dis ça parce que j'ai déjà fait des formations avec d'autres personnes. Alors, j'ai rencontré des personnes super, hein, parce que j'ai déjà dit que je faisais d'autres formations avec d'autres personnes qui étaient aussi super, mais je trouve une très grande générosité dans tout ce que Anne-Laure partage, de ce qu'elle sait, des références qu'elle va chercher. Donc voilà. Merci beaucoup. Christelle demande où on peut retrouver les formations. Je pense que c'est… Je vais mettre le lien, ce sera peut-être plus simple. Là, j'ai mis Aroma Massage. C'est le site Aroma Massage. Donc, c'est aroma-massage.fr. Et je mettrai le lien aussi sous la vidéo sur la page de Québec Aroma. Et je vais mettre le lien des formations professionnelles, comme ça, tu auras les infos. Et après, n'hésitez pas si vous voulez, sur le site, vous pouvez me contacter si vous voulez les infos. D'accord. Écoutez, je vous souhaite à toutes un super bel été. Je vais peut-être refaire d'autres rencontres que j'annoncerai. Marc Ivo a accepté de faire une rencontre avec moi, mais on n'a pas trouvé de date encore. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger avec lui aussi. Donc, si ce n'est pas cet été, ça sera plus à l'automne, mais je pense que je vais essayer de faire quelques rencontres aussi cet été. Donc, je vous souhaite un bel été. Puis, je remercie infiniment Anne-Laure. Merci à tous d'être là. Merci. Merci Anne-Laure. Donc, vous retrouvez tous les livres de Anne-Laure, y compris ceux que je n'avais pas avant. Là, je vais les avoir cette semaine. Je mettrai une annonce là, pour le dernier livre, là, aussitôt que je vais le recevoir. Et puis, merci beaucoup encore. Je vais enlever ma face pour qu'on voit tout le monde. Et voilà. Bonne fin de dimanche à tous. Bonne fin de journée et à la prochaine.